qu'est-ce qui fonctionnerait. On n'était pas juste là pour dire qu'est-ce qui ne marche pas, mais de dire éventuellement, ben voici ce qu'on peut faire. Puis c'est pas nouveau qu'on a des propositions. Le système de santé, ça fait une quinzaine d'années qu'on en accumule. Fait que là, c'était comme l'exercice, c'était de faire une nouvelle synthèse la plus efficace possible de ce qu'on pourrait faire. Fait qu'aujourd'hui, on pourra parler tant du fond que de la forme aussi. C'est cet outil-là, les 6 remèdes pour révolutionner le réseau de la santé et des services sociaux au Québec. Ben, c'est un outil dans lequel on fonde quand même des espoirs qui circulent, qui soient pédagogiques, qui soient utiles, qui soient efficaces. Alors, vos commentaires seront les bienvenus, tant sur son contenu que le contenant. Si vous pensez qu'il peut fonctionner ou pas, évidemment, tout ça, c'est disponible gratuitement sur le site de l'IRIS, là, comme tout le matériel qu'on produit. Je vous invite largement à télécharger, à faire circuler. Et si vous avez des organisations qui veulent des présentations aussi, ben, on fait ça et on aime beaucoup le faire. Je ne passerai pas de temps pour présenter l'IRIS. Je pense que j'ai l'impression que les gens le connaissent assez bien. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions plus tard dans la période d'échange. Donc, je compte parler pour une quarantaine de minutes et ensuite, il restera un bon 20 minutes là, pour discuter. Alors, plan de présentation, ben d'abord, pourquoi? Rappeler pourquoi est-ce que le projet de loi 15, la réforme du B, elle est vouée à l'échec. Ensuite, on va passer chacun des 6 remèdes. Je vais avoir un mot aussi à la fin sur la question du financement de tout ça. Et ben ensuite, on pourra échanger. Donc, alors, ben, allons-y. Donc, projet de loi 15, réforme du B, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Ben, d'abord, rappelons quels sont les objectifs affichés par le gouvernement de la CAQ avec cette réforme du B? Ben, on dit on veut résoudre les problèmes avec des solutions nouvelles et innovantes. On dit qu'on veut décentraliser la prise de décision. C'est une chose que la ministre a souvent dit. On veut revenir à une gestion de proximité. Et on veut rendre le système surtout plus efficace, hein. Donc, ça, c'est le discours du gouvernement. Par quels moyens le gouvernement pense y arriver? Ben, en créant l'Agence de santé Québec, là, une nouvelle institution au Québec qui va un peu comme se juxtaposer au ministère de la Santé et des Services sociaux. Et on ne s'en cache pas, on ouvre la porte plus grande à la privatisation, recours au privé. C'est probablement la première fois qu'on a un gouvernement qui est aussi ouvertement pro-privé depuis probablement les libéraux de la réingénierie de l'État. Rappelez-vous, au début des années 2000, à ce moment-là, on était assez décomplexé sur ce système, sur le recours au privé. Après ça, c'est devenu plus pernicieux, je dirais. Mais le gouvernement de la CAQ s'en cache pas, hein. Il voit vraiment un partenaire de choix. Donc, normalisation et facilitation du recours au privé, c'est ça qu'on a dans la loi, parce que c'est pas comme si la loi changeait tout. On a déjà beaucoup de privés au Québec, donc la loi permet déjà beaucoup de choses. Donc là, on le normalise. On compte privatiser davantage les chirurgies et on compte aussi créer des mini-hôpitaux privés. Donc ça, c'est des moyens qui viennent appuyer les objectifs du gouvernement. Dans les faits, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on crée un monstre bureaucratique. C'est assez incroyable. On parlait déjà d'hyper-centralisation du système autoritaire quand il y a eu la réforme Barrette. Ben, Dubé a réussi le tour de force de faire encore pire, un système encore plus centralisé et potentiellement plus bureaucratique. Plusieurs le savent, déjà, ont vu l'organigramme que ma collègue Anne Plourde a cherché à construire. Elle a utilisé un logiciel spécialisé qui a planté, qui n'était même pas capable de tout représenter le contenu de cette réforme-là. Et donc, c'est très lourd, c'est réellement un monstre bureaucratique qu'on est en train de créer. Et surtout, on ne fait rien de nouveau, hein. C'est vraiment une ligne droite, c'est vraiment une continuité de ce qu'on a vu dans le passé. Ça, c'est particulièrement décourageant de voir qu'on peut nous servir la même chose, reproduire encore ce qu'on a fait dans le passé, reproduire ce qu'on a fait aussi ailleurs, et s'imaginer qu'on va avoir un résultat qui est nouveau, hein. Donc en 2003, en 2015, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fusionné des établissements. Avant 2003, on en avait plus de 700 établissements au Québec, là, 750, même au-delà de 750. On les a fusionnés en 95 C3S, et puis en 2015, la réforme Barrette a ramené ça à 22 C6. On ne pensait pas pouvoir faire pire, honnêtement. C'est ça que je disais tout à l'heure. Et pourtant, le ministre Dubé crée maintenant avec Santé Québec, fusionne ça en une seule entité. Et donc, on a aussi fait de plus en plus de place au privé. Une des choses qu'on a mis de l'avant, c'est que l'Alberta suivait un chemin étonnamment assez similaire, hein, qui a aussi culminé dans la création d'une agence
de santé là-bas. C'est tout un concept aussi néolibéral. Là. On va faire des agences, elles vont être plus efficaces que les services publics ou l'administration publique traditionnelle. Donc, on voit ça dans plusieurs domaines. Et donc, l'Alberta l'a fait pour la santé et donc, ça a tenté ce modèle-là et est venu à la conclusion que c'est un échec. Hein. Ils ont reculé. Ils ont reculé probablement pour faire pire encore, mais ils ont conclu quand même que le système, le modèle d'agence n'était pas fonctionnait pas, hein, que c'était une erreur d'être allé vers l'agence. Alors que nous, au Québec, on va le faire maintenant, on va reproduire cette erreur, on va s'aventurer à notre tour dans ce cul-de-sac. Et donc, c'est une des choses qui tend même, il faut retenir, il faut faire attention de ne pas devenir trop cynique, parce que même encore là, quand on parlait de la réforme Barrette, la désinvolture avec laquelle le ministre Barrette à l'époque avait traité les, les études, les spécialistes, les gens qui ont travaillé sur les systèmes de santé qui fonctionnent dans le monde, qui ont fait ce type de travail-là, ont été complètement déconsidérés. Hein. Barrett les a même pas écoutés. Dans ce cas-ci, Dubé les a comme paraît mieux, hein, s'est construit une image de quelqu'un de beaucoup plus à l'écoute, mais sa réforme, c'est celle de quelqu'un qui a aucune considération pour ce qu'on dirait, si on utilise un langage à la mode, là, les bonnes pratiques en matière de comment organiser un système de santé et de services sociaux. Oups, une diapo. Donc, l'objectif maintenant, ben là, c'est ça. Je les ai touchés un peu hein, avec pourquoi proposer une alternative, pourquoi avoir une autre vision, mais ça prend aussi quelque chose vers quoi s'accrocher. Hein. Euh, et donc, le chaos que nous réserve le système actuel, c'est pas qu'on veut être défaitiste, c'est pas pour le plaisir, c'est juste que, je veux dire, c'est comme la loi de la gravité. On peut bien espérer qu'elle arrête de s'appliquer soudainement, mais quand on fait les choix qu'on fait présentement, la politique qui est là, la réforme qui est là, nous amène vers plus de chaos. Je veux dire, ça peut pas être ça ne peut pas être autrement, malheureusement. Donc, il faut déjà penser à ce que pourrait être un autre virage. Il faut déjà mettre de l'avant ce qui pourrait fonctionner. Donc, je l'ai mentionné. Donc, on l'a donc résumé sous la formule des 6 remèdes. Hein. Qui ont vu certains avaient suivi nos conseils stratégiques spéciaux qu'on a fait sur la santé où ça s'appelait le plan IRIS à ce moment-là. Donc là, ça a progressé, ça a évolué, c'est rendu maintenant les 6 remèdes pour révolutionner le système de santé et services sociaux. Je répète que je serai content d'avoir vos réflexions, commentaires, critiques, tant sur le fond que sur la forme. On veut que cette chose-là circule le plus possible dans la prochaine, voire les prochaines années. Alors, c'est quoi les 6 remèdes? On les a ramenés à donc ces 6 points, donc 400 pôles sociaux, des dépenses préventives, curatives, un ratio de 50-50, 4 urgences à traiter en priorité, rajouter 100 000 travailleurs, travailleuses dans le réseau, déprivatiser le réseau, démédicaliser le réseau. Donc, on va pouvoir les prendre un après l'autre. Donc, le remède numéro 1, les 400 pôles sociaux. Hein. Les études, ce qu'elles montrent, c'est que ce qui fonctionne le mieux pour un système de santé, ce n'est pas un système privé, évidemment, un système privatisé qui fait une large part à la privatisation. Ce n'est pas non plus un système public centralisé, c'est un système public décentralisé démocratique. Hein. Donc, c'est l'objectif de ces 400 pôles sociaux. Vous reconnaîtrez probablement les CLSC, c'est une façon un peu de ressusciter l'idéal des CLSC. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi? Ben, évidemment, c'est renverser la tendance des réformes successives qu'on a toujours eu d'éloigner les prises de décision des populations. Hein. Donc, nous, on part au contraire du principe que c'est les populations qui sont les mieux à même de savoir comment répartir, organiser les ressources. Où je dis la population, je vais dire la base, parce que c'est la population et les travailleurs et les travailleuses qui, de notre point de vue, sont les mieux informés sur la façon de prendre des décisions et d'allouer les ressources dans un système. Alors, c'est ce que ça nous prend, un système démocratique et décentralisé. 400 points de contact, pourquoi? Ça nous en prendrait un territoire local pour, dans la zone rurale, c'est 1 par 10 000 habitants et 1 pour 30 000 personnes dans les zones urbaines. Donc, c'est le ratio qu'on a pris. C'est pas mal le ratio qu'on utilisait jadis à l'origine pour les CLSC. C'était aussi pas mal la cible qu'on avait d'avoir des CLSC. Là. Donc,
on a fait à peu près la moitié du chemin, là, si je ne me trompe pas, là, au Québec, on n'a jamais parachevé le système. Et pourquoi on n'utilise pas CLSC aussi? C'est tout simplement parce que on essaie, il y a un exercice de communication important là-dedans. Puis si on veut connecter avec la population, puis on fait référence au CLSC, ben là, de plus en plus, les gens, ce qu'ils connaissent comme CLSC, c'est pas ce que ça a déjà été, ou c'est encore moins l'idéal que c'était à l'origine. C'est maintenant des simples points de service. Donc, les gens ne comprendraient pas ce qu'on veut dire par là. D'autant plus qu'il s'agit d'instances décisionnelles, évidemment. Ces pôles sociaux auraient chacun leur conseil d'administration, qui serait composé un tiers de gestionnaires, un tiers de membres du personnel et d'un tiers de citoyens représentant la population locale. Hein. Donc, ça aussi, c'est une transformation complète. Et ça prend ce pouvoir-là, hein, d'avoir un pouvoir local décentralisé. C'est pas seulement mettre un gestionnaire de proximité, comme le dit le ministre Dubé, c'est d'avoir des structures de prise de décision à l'échelle locale. Donc, c'est ce que seraient les pôles sociaux qu'on met de l'avant ici. Enfin, une dernière chose pour dire que, évidemment, cette approche-là vient rompre avec la nouvelle gestion publique. Hein. Donc, la nouvelle gestion publique, c'est quoi? C'est le néolibéralisme appliqué à l'administration publique en particulier. Donc, c'est pas compatible avec des objectifs d'un service public de santé ou d'éducation ou autre d'ailleurs. Donc, ce qu'on a observé, c'est qu'à partir du moment qu'on entre dans cette logique-là de nouvelle gestion publique, ben, on tend à avoir des contrôles de plus en plus hiérarchiques. On s'inspire de l'entreprise privée. On veut toujours plus d'indicateurs quantitatifs, des indicateurs de performance, parce que comme on n'a plus l'information, les prises de décision à la base de notre système où les gens prennent les décisions, ben, qu'est-ce qu'ils ont besoin, les gens en haut de cette pyramide qu'on crée? Ben, ils ont besoin de chiffres, hein, de statistiques pour être capables de créer, là, même, il existe le concept de tableau, le tableau, le panel, le tableau de contrôle, là, le terme exact m'échappe, là, qui est aussi un concept là, de nouvelle gestion publique, où eux sont comme dans une chaîne, hein, comme à la tête d'une chaîne de machines. On peut tirer les manettes, puis peser sur les pitons, puis changer la cadence et changer l'allocation des ressources. C'est ça l'espèce de vision de la nouvelle gestion publique et qui est totalement incompatible avec un système public où il y a beaucoup de choses qui sont pas quantifiables et où on a besoin vraiment de prise de décision davantage à la base. Je passe tout de suite au deuxième remède, donc la question du ratio 50-50. Et donc, ben, on le dit, on le répète souvent, c'est vraiment l'application, un système de santé du mantra sur lequel mieux vaut prévenir que guérir. C'est quand même ça. Le meilleur système de santé, c'est celui qui fait en sorte que les gens ne sont pas malades à la base. Hein. C'est d'autant plus vrai que quand on commence à concentrer les ressources vers le curatif, ben c'est inefficace aussi d'un point de vue financier aussi. Donc, ça, c'est une des choses qui est transversale dans notre travail, dans notre proposition. C'est-à-dire que quand on met les ressources, l'argent comme ça dans le curatif, ben ça se traduit par des dépenses inefficaces et même du gaspillage en quelque sorte. Quand on est capable d'empêcher que les gens tombent malades à la base par la prévention, par la promotion de la santé, par une première ligne efficace, par la santé publique, ben, en aval, ça coûte beaucoup moins cher. L'ensemble du système fait beaucoup plus de sens. Hein. Donc, on le répète souvent comme un mantra. On s'est dit comment on est capable de mettre des chiffres là-dessus, comment on peut mettre un chiffre, une cible chiffrée. Ben, on y est allé avec ce ratio 50-50. Hein. Donc, une image facile à retenir. Peut-être qu'il y a un ratio idéal qui est autre que ça. Peut-être que ce serait beaucoup plus même de préventif que de curatif, mais dans ce cas-ci, ça serait déjà une amélioration importante et ça donne déjà une cible. Hein, comme le gouvernement et les gouvernements néolibéraux qu'on a depuis une trentaine d'années sont très attachés au déficit zéro. Hein, donc ça, c'est une cible chiffrée qu'on s'est donnée et qu'on a comme un mantra dans la société. Ça devrait être notre mantra en santé. L'organisation de nos budgets ne devrait jamais dépasser la limite du 50-50. Donc, actuellement, c'est 27 si on prend santé publique et première ligne et 73 curatif. Donc, hein, ça serait déjà majeur de passer à 50-50. Et on peut rappeler aussi que les déterminants sociaux, ben, c'est eux qui, quand on agit sur les déterminants sociaux, ça doit être nos vrais indicateurs, là. Ça doit être ceux-là qu'on privilégie. Puis évidemment, quand on pense en termes de déterminants sociaux, immédiatement, on sort des établissements, hein. On sort de notre système, on va voir beaucoup plus large, on va du côté du réseau, de la société at large, hein, de penser en termes de revenus, de logement,
en termes d'environnement même, de plus en plus, même, on pourrait dire. Alors, il y a de la marge. À partir du moment qu'on se donne les moyens d'agir dans la prévention, là, il y a tout un univers qui s'offre à nous et de notre point de vue, c'est beaucoup plus porteur. Je passe au remède numéro 3 tout de suite. Cas d'urgence. Bon, là, quand on pense à ce grand système, comment agir, comment intervenir dessus, on s'est demandé, est-ce qu'il y a des endroits où on devrait bouger les pièces en priorité et que ça permettrait de dégager le reste de ce système-là, où on devrait intervenir. J'ajouterais une autre dimension à ces cas d'urgence-là aussi, je pense que ce serait une bonne façon de faire embarquer c'est d'aller chercher une espèce de soutien pour notre système. Hein. Donc, les gens sont d'accord que le système ne marche pas, les gens ne comprennent pas trop une réforme de structure. Ce n'est pas en leur disant qu'on va leur mettre des structures démocratiques à la base, qu'on va faire embarquer la population. Peut-être les travailleurs, peut-être les militants, peut-être, mais ce n'est pas ce bout-là qui va le plus être accrocheur pour monsieur, madame, tout le monde. Les cas d'urgence, par exemple, peut-être que oui. Hein. Si on était capable d'agir là-dessus en priorité, peut-être que les gens pourraient voir d'emblée, puis assez vite, comment on est capable d'avoir un réel impact, puis cette réforme-là nous amène dans le bon chemin. Santé mentale, santé publique, service à domicile, service communautaire. Donc, santé mentale, hein, c'est fou comment ça a changé dans peut-être justement une quinzaine d'années, peut-être, notre rapport à la santé mentale, hein, d'un tabou à plus un tabou, puis de plus en plus quelque chose qu'on reconnaît comme une facette de la santé qu'on néglige beaucoup, on voudrait plus de services. Quand on a publié là-dessus dans la dernière année, ça a été un assez grand succès. C'est un baromètre, hein, des fois, nos publications qu'on lance dans l'espace public, quand on reçoit soudainement autant d'entrevues, c'est parce qu'on a touché on a touché quelque chose qui est vraiment, des fois, mûr pour être davantage discuté, faire l'objet de nouvelles politiques publiques. Donc, santé mentale, c'est indéniablement le cas. Santé publique, ben là, je pense on a appris à quoi ça peut servir. Santé publique avec une pandémie qu'on a eue, des pandémies qui sont appelées, selon plusieurs, on risque d'en connaître plus qu'une aux 100 ans désormais avec la question de la crise climatique. Et d'ailleurs, même si ce n'est pas des pandémies, évidemment, des crises sanitaires liées aux enjeux climatiques, on risque d'en connaître de plus en plus. Hein. Donc, d'avoir un système de santé publique solide et résilient, c'est une chose importante. Ensuite, la question de service à domicile, ça, ce n'est pas un enjeu qui est nouveau. Ça fait longtemps qu'on sait que ça ne va pas bien. Ça fait longtemps qu'on sait qu'on a besoin de développer davantage les services là-dessus. On ne le fait pas trop et ça se retrouve beaucoup à être un poids qu'on fait porter aux aidants, aux proches aidants, aux aidants, aidantes, beaucoup plus d'ailleurs. On se rabat comme ça sur la population, faute de donner les services adéquats. En termes d'efficacité et de coût aussi, c'est un problème de ne pas avoir des services à domicile qui ont de l'allure. C'est un peu un non-sens parce que l'hébergement coûte beaucoup plus cher, beaucoup plus compliqué, puis on se retrouve avec des gens qui sont en mauvais état, on a laissé leur santé se dégrader. Donc, de ce côté-là aussi, il y a comme un coup de barre qui permettrait encore là de désengorger une partie du système. Et enfin, le secteur communautaire, ben, moi, j'ai tendance à le voir comme la correction d'une injustice historique et traditionnelle, répondre la quantité de travail qui s'accomplit du côté du secteur communautaire dans des conditions de travail qui sont difficiles, dans des environnements qui sont très difficiles, il faudrait en faire des alliés pour de vrai. Euh, enfin, considérer beaucoup davantage ce secteur-là, évidemment en respect complet, total de son autonomie, de son indépendance. Si ce qu'on veut, c'est un système d'ailleurs qui est plus démocratique, décentralisé, ben, la démocratie s'exprime, oui, dans des instances publiques, des lieux où on élit des personnes, mais une des meilleures façons d'avoir une population qui s'exprime, c'est à travers les mouvements sociaux, à travers les institutions, comme le secteur communautaire. Hein. Le secteur communautaire qui fait une place à l'action communautaire autonome, ben, c'est des organisations qui se font le porte-voix. Ça devient des acteurs politiques aussi. C'est un travail citoyen-citoyenne. Donc, ce bout-là, on en a besoin. Ça fit parfaitement dans nos objectifs et on a des gens, on a déjà comme un écosystème, encore là, si je prends un autre thème à la mode, là, qui existe, qui est là, qui ne demande pas mieux d'être mieux supporté. Donc, je passe au quatrième remède. Je vais m'assurer que je suis dans le temps toujours. Oui, je suis à peu près pile dans le temps.
Donc, remède numéro 4, la question d'ajouter 100 000 personnes. C'est probablement celui-là qu'on risque de se faire le plus attaquer, étant donné que dans un contexte comme celui-ci, proposer l'embauche de 100 000 personnes, bien évidemment, on est en rareté, pénurie de main-d'œuvre, ça les prend nous, ces personnes-là. Donc, je pense que ça va être la façon, si ça fait du bruit et qu'on prend euh, c'est le premier réflexe de nos adversaires, c'est de ne pas parler de nous. Évidemment, s'ils n'ont pas besoin de parler de nous, c'est mieux. Mais à partir du moment que nos affaires commencent à circuler un peu plus, voilà, il faut qu'il y ait un moment donné en fait, l'étape suivante, c'est ridiculiser, et après ça, s'attaquer pour de vrai. Bon, là, il pourrait essayer de nous ridiculiser en disant, ben voyons donc, 100 000 personnes, c'est impensable. Mais bon, il faut comprendre que c'est sûr qu'on va avoir besoin de monde, hein. Si on décide d'agir davantage sur la première ligne, sur la prévention, ben là, ça prend plus de gens. Alors que quand on est dans la deuxième ligne, la troisième ligne, ben là, on parle plus équipements sophistiqués, des infrastructures coûteuses. Donc là, on parle vraiment de gens, hein. C'est un peu le pari aussi qu'on fait par les remèdes qu'on met de l'avant, c'est plus des gens que ça nous prend. Donc, on va s'occuper mieux de ceux qui sont là et leur apporter des renforts, hein. Donc, ce 100 000 personnes-là qu'on veut ajouter, ce n'est pas, ce n'est pas pour remplacer là, ceux qui sont là. Ça ne compte pas les départs, hein. Donc, ça ne compte pas le maintien actuel des effectifs. Pourquoi est-ce qu'on pense pouvoir en attirer 100 000? Bien, différentes raisons. D'abord, ben, il faut améliorer les conditions de travail. Les conditions de travail, ça peut être évidemment là, la rémunération, là, ces choses-là, mais c'est aussi l'environnement de travail. Ça aussi, c'est fondamental. On a l'impression de pouvoir faire des réflexions qu'on a parallèles entre le milieu de l'éducation et le milieu de la santé. Fait qu'on a un système comme ça qui a l'air d'être centrifuge, hein, qui a l'air d'expulser complètement les gens, les dégoûtant complètement du milieu de travail. Ben, je veux dire, on perd collectivement. Donc de rompre avec la nouvelle gestion publique, d'avoir des milieux de travail qui sont plus respectueux, accueillants et où on renoue avec un sens au travail aussi. C'est quelque chose qui ressort. C'est plus dur à quantifier, ce bout-là, mais c'est quelque chose qu'on va entendre souvent. Et évidemment, la nouvelle gestion publique, quand elle débarque et essaie de convaincre les gens de fonctionner comme s'ils étaient dans une entreprise privée, comme dans une usine, alors qu'ils sont dans un service public, ça met les gens dans une situation, les travailleurs, à un moment donné, il y a un glitch, là, quelque chose qui ne fonctionne pas. Comment je suis censé agir? Comment je suis évalué en fonction des critères d'une entreprise privée, mais je suis supposé d'offrir des services à la population, même d'être au service de la population en quelque sorte. Il y a un clash dans lequel on voue les gens à avoir comme un questionnement existentiel par rapport à leur présence dans un service public. Donc, si on améliore, si on rompt avec la nouvelle gestion publique, qu'on améliore les conditions de travail, on devrait pouvoir attirer des gens, parce que ça, c'est l'autre réponse. L'IRIS remet en question la notion de pénurie main-d'œuvre. On est d'accord à parler davantage de rareté dans certains domaines. Puis encore là, souvent, on s'aperçoit que ces raretés, ces raretés sont dans des domaines plus précaires, donc que les gens soient plus sélectifs ou qui veulent avoir des meilleurs emplois, c'est tout à fait normal et légitime. Là, on pourrait ajouter aussi une dimension de planification économique. Est-ce que ça se pourrait qu'au Québec, on ait besoin de plus de gens dans nos services publics et donc d'avoir certains domaines où on achemine, on destine moins de main-d'œuvre? Fait que là, c'est sûr que sans avoir des méthodes staliniennes pour faire ça, quand l'État décide qu'il va former des gens, qu'il va assister à la formation de certaines personnes, c'est une intervention de l'État. Quand on décide de payer des gens, comme on l'a fait un peu avec les préposés bénéficiaires, là, je sais qu'il y a des critiques de ce modèle-là, comment ça a été fait, mais je veux dire, le principe quand même n'est pas mauvais là, de se dire on va s'engager activement à former du monde pour qu'ils puissent, après ça, rentrer dans notre système. Je veux dire, il y a des leviers qu'on peut utiliser. Et évidemment, on peut absorber les gens qui sont présentement dans le privé, que ce soit les dizaines de milliers de préposés aux bénéficiaires dans le privé, que ce soit les 15 000 professionnels, on estime à 15 000 qui sont dans le privé. On peut aussi les absorber. Ça aussi, ça peut faire partie de notre 100 000 personnes qui s'ajoutent à notre réseau public et qui viennent nous donner la capacité dans le public d'offrir les services qu'on voudrait pouvoir offrir comme il faut. Remède numéro 5, la déprivatisation de notre système de santé, hein. Ça, c'est un gros morceau. Bon, première chose qu'il faut dire, hein, c'est le secteur privé occupe une grande place en santé au Québec, hein. On s'est fait beaucoup dire, beaucoup trop longtemps, je pense que ça tient moins, là, mais pendant longtemps, on nous faisait croire que il y avait un cardiologue en particulier qui allait dans toutes les tribunes tout le temps dire le système public, le système québécois de santé, c'est le plus public après Cuba et la Corée du Nord. Il répétait ça partout. Et ça faisait écho à
à ce que pensaient beaucoup de gens. Hein. Un système public, l'accès est difficile, donc le problème, c'est le public. Alors que quand on regarde la place du système privé, ça fait longtemps que la place en termes de dépenses est plus grande que la moyenne des pays de l'OCDE. Ça, c'est pas nouveau, là, ça date de plusieurs dizaines d'années. Et en plus de ça, c'est une place qui n'arrête pas de s'agrandir et qui parasite le reste du système. Hein. Donc, il y a un enjeu qui est absolument central sur la question de la déprivatisation. Rappelons que, à part les services médicaux offerts par des médecins qui sont participants du public, tout ce qui est offert en dehors des établissements publics, c'est pas couvert. Hein. Donc, on dit qu'on a un système universel, mais franchement, il est de moins en moins universel. Oui, il échappe bien les morceaux. Les services dentaires, oculaires, santé mentale et tous les autres professionnels autres que médecins, ben, quand ils sont dans des centres privés, ce n'est pas couvert par notre régime public. Hein. Donc, vraiment, pour l'universalité, là, c'est très laborieux. Donc, deux causes principales qu'on identifie à ça, hein, qui vont amener aux solutions qu'on propose après. Ben, les, quand les services non médicaux offerts dans les établissements publics se retrouvent à être sous-financés, hein, parce qu'on consacre des ressources consacre de l'argent ou du personnel à des ressources extérieures. Et d'autre part, ben, en ayant un système privé, un système d'assurance privée, ça crée un marché qui est rentable pour des professionnels qui peuvent choisir de pratiquer dans le secteur privé. Hein, et donc, on crée un incitatif, hein, à y aller dans le secteur privé. Donc, ça cause cette difficulté à concentrer les ressources dont on a le plus besoin. Donc, les résultats est inefficace. On a de cesse de le démontrer à quel point ben, le privé, ben, il ne réussit pas à réduire les coûts, sauf s'il détériore les conditions de travail, la qualité des services, sinon il ne réduit pas les coûts, il fait souvent même augmenter. C'est une des choses qu'on a montré dans cette année, une de nos publications qui a fait beaucoup de bruit, c'est qu'on a eu enfin les chiffres là, qui comparaient le coût des chirurgies publiques-privées. Donc, on montrait que ça va être facilement 2 fois plus au privé, là, c'était en tout cas plus cher dans la forte majorité des cas. La quasi-totalité des cas, en fait. Donc, le privé échoue et aussi assurer la gratuité des services, même quand ceux-ci sont censés être couverts par les fonds publics. On se rappellera du cas des frais accessoires. C'est un exemple parmi d'autres, hein, où c'est supposé être public, mais c'est supposé être gratuit, mais ils réussissent à charger quand même de l'argent. Le privé ne réussit pas à désengager. Le secteur public réduit les listes d'attente. On a tout plein d'exemples de ça. Il vient vampiriser les ressources du public. Un des cas vraiment d'école de ça, c'est le cas de la radiologie. Un des rares cas où les médecins ont le droit de pratiquer en même temps dans le privé public, en tout cas historiquement, là, depuis les années 70. Même si on a au Québec plus d'appareils pour faire des IRN, ce genre de choses-là, ben, on en a plus que dans d'autres provinces. On finit par avoir un mauvais accès, puis même avoir moins de procédures qui sont faites parce qu'on a cette logique où le privé vient cannibaliser le public. Donc, tout cet argument que le privé va venir rajouter des ressources puis on fait un gain, alors c'est pas vrai, c'est qu'on détourne les ressources et l'ensemble devient plus inefficace. Et le privé, évidemment, échoue à maintenir la qualité ou l'équité ou améliorer l'accès aux services. Donc, c'est quoi les solutions qu'on propose face à cette situation? Donc, ben, déprivatiser ensemble complètement le système. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, pour que toutes les ressources soient mises à la disposition du système public, on devrait appliquer à l'ensemble des professionnels la loi qu'on applique aux médecins. C'est-à-dire que les médecins doivent pratiquer, s'ils veulent être en fait, l'étanchéité, hein, c'est ce qu'on résume comme l'étanchéité. Si vous travaillez dans le public, vous ne devriez pas pouvoir travailler dans le privé en même temps pour ce qui est assuré par le public. Alors, donc, c'est de fermer l'intérêt d'un marché. Là, ça devient beaucoup moins intéressant pour des professionnels d'aller dans le privé si ça veut dire perdre le bout de rémunération du public. Alors, cette étanchéité-là, bon, elle est pas parfaite, elle a même de plus en plus de trous, mais elle fait quand même en sorte qu'il y a moins de 3% des médecins qui pratiquent dans le système privé-privé, là, qui sont complètement des affiliés, versus 9 à 46 pour les autres professionnels. Donc, ça peut être jusqu'à la moitié, là, que ce soit infirmières, travailleurs sociaux, psychologues, physiothérapeutes. Pour eux, le marché peut exister, donc l'incitatif peut exister. Hein. Donc, c'est la première des deux mesures qu'on prioriserait pour déprivatiser le réseau. Et la deuxième, c'est tout simplement de financer
à donner du financement public à des entreprises à but lucratif. Et il y en a beaucoup présentement. Hein. Les groupes de médecine familiaux, les GMF, pas tous, mais certains sont à but lucratif, les super cliniques, les centres médicaux spécialisés, les CHSLD privés, les agences de placement, ressources intermédiaires, les résidences pour personnes aînées. Donc, toutes des entreprises privées dont l'objectif premier, évidemment, est de réaliser des profits. Donc, est-ce que ça fait du sens qu'on leur donne de l'argent? C'est évidemment très questionnable, surtout étant donné les résultats là, pas du tout impressionnants de ce qu'ils apportent comme service, comme complément au réseau. Et ça pourrait certainement avoir une façon de les forcer euh, à, euh, à être intégrés mieux dans le réseau public en devenant carrément partie du public ou sinon en devenant des organismes à but non lucratif gérés par des conseils d'administration qui sembleraient à ceux qu'on a décrits tantôt pour les pôles sociaux. Tout ça, ça peut sembler là, vraiment une révolution là, qui va mettre le Québec à feu et à sang. Là. Bon, on n'est même pas rendu au médecin encore, mais c'est tout simplement reproduire. C'est comme ça qu'on l'a fait, le réseau public, dans les années 60. On a pris les hôpitaux privés, hein, puis on les a intégrés dans un réseau public de cette façon-là. Dans bien des cas, c'était des organisations gérées par des religieux. Et donc, on a transformé des organisations pour les intégrer dans un réseau. Donc, vu comme ça ça semble beaucoup moins là, révolutionnaire. Euh, le régime d'assurance médicaments public universel, je n'en parlerai pas parce que, bon, c'est un autre thème, mais c'est exactement dans la même lignée. Et enfin, j'ajouterais juste une petite note pour dire qu'il faudrait aussi redéfinir l'universalité. Parce que, bon, je l'ai dit, là, franchement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas couvertes déjà dans le système tel qu'il est présentement. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus couverts maintenant, hein, des gens qui de plus en plus tombent en peu crack, des sans statut, des immigrants. Puis il y a toute une partie de la population aussi qui est pas exactement toujours les bienvenus dans ce système-là ou qui font l'objet de politiques discriminatoires, voire racistes, ou personnes racisées, les Autochtones. Donc, ça doit faire partie aussi de notre réflexion si on veut avoir vraiment de repartir ce système-là sur une base qui est beaucoup plus qui atteint une réelle université, hein, qui est revenu avec un sens vraiment réellement porteur et révolutionnaire. Et enfin, ben, démédicaliser, c'est le sixième et dernier remède. Les médecins d'abord devraient être salariés comme les autres travailleurs, travailleuses du réseau. Il y a beaucoup de discussions là-dessus. Beaucoup de gens qui vont dire c'est vrai que le paiement à l'acte, c'est pas idéal, c'est pas super bon, mais le salariat, c'est peut-être pas une chose. À force de travailler là-dessus, nous, on vient toujours à cette logique de base de dire on ne sait pas pourquoi les médecins ne pourraient pas être salariés comme les autres. Ultimement, c'est ce qui nous guide. Ça veut pas dire que principe comme celui de la capitation ne pourrait pas être positif dans certains cas. Mais ultimement, pourquoi est-ce que ça ne peut pas être des salariés? Il n'y a personne qui a réussi vraiment à nous convaincre de ça. Leur statut de travailleur autonome, évidemment, est un problème. C'est une perte de contrôle sur les coûts. Hein. C'est une logique derrière le paiement à l'acte. Hein. Ça tend à encourager la multiplication des actes. Donc, pour le contrôle des coûts, c'est terrible. Les médecins entrepreneurs, ben, sinon, sont des électrons libres. Hein, qui sont difficiles à faire travailler avec le reste de l'équipe. C'est vraiment comme si tu avais un joueur dans l'équipe qui jouait tout seul dans son coin, qui faisait un peu ce qu'il veut. J'exagère, mais vous comprenez le principe. On risque de provoquer surdiagnostic, surtraitement. C'est pas très compatible non plus avec une approche globale et préventive hein, de la santé. Et bon, je l'ai mentionné, ça nuit au travail d'équipe. Donc, vraiment, on devrait avoir des rapports beaucoup plus égaux entre les travailleurs et travailleuses. Présentement aussi, la question de l'accès hein, est vraiment, dans bien des cas, pour avoir accès à un professionnel c'est le médecin qui va rediriger vers la personne, surtout dans les cas où on a transféré des professionnels des CLSC vers les GMF. C'est une des façons qu'on a vidé un peu les CLSC de leur sens. Ben, rendu au GMF, le boss, c'est les médecins. Hein. C'est eux qui décident qu'est-ce que vous allez voir. Donc, on a subordonné cet accès-là à la volonté des médecins. Et évidemment, il y a tout l'enjeu des ressources financières. On a calculé ce qu'on a appelé à l'IRIS sur la surrémunération des médecins, à quel point eux ont réussi à avoir une rémunération en croissance pendant que celle des autres travailleurs travailleuses stagnait. Donc, on l'a chiffré à 2 milliards. On a fait aussi des comparatifs internationaux qui montraient à quel point les médecins du Québec peuvent être considérés
parmi les mieux payés dans le monde. C'est vraiment une aberration à quel point on a concentré les ressources chez les médecins, alors que la recette d'un système qui fonctionne est beaucoup plus large. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, pour ce qui est des médecins, donc l'énumération devrait être réduite par rapport à ce qu'elle est présentement et les médecins devraient être salariés. C'est notre sixième remède. Ça fait bientôt 36 minutes que je parle, donc il faut que je sorte dans mon bloc financement, qui est la dernière petite chose que j'aborde, parce que là, évidemment, des questions qui arrivent souvent, c'est ben, ça va coûter combien faire tout ça? C'est une question qui est légitime. Même si, dans ce cas-ci, il faut le voir comme une question, tu sais, c'est une question malgré tout qui est secondaire. Hein, parce que dans un premier temps, il faut se décider sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui peut fonctionner comme système. Après ça, dire, OK, maintenant, comment on passe à l'action, comment on l'opérationnalise, et ça veut dire aussi comment on le finance. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, notre révolution là, des six remèdes, ça impliquerait des dépenses de 14 milliards de dollars. Hein, et c'est rare qu'on va dire qu'une dépense, je vais le dire, mais c'est rare qu'on dise ça, mais c'est une dépense qui est tout à fait raisonnable et abordable. Pourquoi? Ben, je vous dis maintenant pourquoi. D'abord, c'est que, bon, c'est des coûts ce qu'on dit, c'est des coûts de transition. Hein. Si on dit, si on est pour avoir une réforme qui fonctionne en santé, ça ne pourra pas se faire dans un climat d'austérité. Ça pourra pas être on ne va pas provoquer une crise dans les deuxième, troisième lignes parce que soudainement, abruptement, on va déplacer des ressources dans la première ligne. Hein, et même si on fait un parallèle, là, on fait une référence historique quand il y a eu la réforme Rochon dans les années 90, le virage ambulatoire. Ben, un des problèmes, hein, c'est qu'on a voulu faire, sur le principe, c'était pas mauvais, là. Il y avait beaucoup de positifs dans le but de la réforme Rochon et dans cette idée de virage ambulatoire, mais c'est les époques de déficit zéro. Essentiellement, ce qu'a fait Rochon, c'est gérer parmi les pires coupes qu'on a eues dans le système de santé au Québec. Là. Et donc, il ne faut pas qu'une réforme se fasse, on crée un autre. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une question de transition. Il y a un moment où ça coûterait plus cher. Après ça, les coûts rediminueraient. Certainement, c'est le pari qu'on fait. D'autant plus qu'une des choses qu'on critique, c'est que le système est sous-financé. Oui, mais le système connaît aussi un mal-financement. Hein. C'est une des choses qui est transversale, comme je l'ai dit, c'est que quand on concentre autant de ressources dans les hôpitaux, dans les médecins, dans les médicaments, on, on, euh, on, on gaspille de l'argent. C'est l'idée de mal-financement. Si on concentrait nos ressources à des endroits où c'est plus efficace, l'ensemble du système aussi coûterait moins cher. Hein. Donc, c'est beaucoup une chose qu'on met de l'avant. C'est une de nos critiques du néolibéralisme hein, on a appliqué notre cadre d'analyse à beaucoup de composantes de l'État québécois. C'est une des choses récurrentes, c'est que le néolibéralisme, ça ne fait pas juste couper du public pour développer le privé, ça rend le public beaucoup plus cher. Hein. Ça impose une technocratie néolibérale, ça impose un calcul d'indicateurs de performance un peu partout. Tout ça, c'est lourd et ça coûte cher. C'est pour ça qu'on peut parler d'une part de mal-financement. Ce n'est pas juste qu'il manque d'argent, c'est qu'il est dirigé au mauvais endroit présentement. Enfin, et l'argument massu, en fait, pour dire que 14 milliards, c'est une dépense qui est raisonnable, ben, c'est parce que le coût de l'inaction va être plus élevé, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Ça, je pense que c'est des choses qu'on est capable de faire comprendre comme message. De ne pas agir présentement, ça va générer des coûts qui sont beaucoup plus élevés. Juste sur un petit domaine, une composante de ce réseau-là, celui des, euh, du, des soins pour le soutien à l'autonomie des personnes âgées. Avec le modèle actuel, il y a des estimations qui disent que ça pourrait augmenter de 20 milliards d'ici 2050 si on ne change pas de modèle actuel. 20 milliards. Et là, on parle juste d'un petit domaine, le soutien à l'autonomie des personnes âgées. Alors, c'est une logique qu'on peut appliquer à tout plein de domaines dans notre système. Donc, si on ne fait rien, le gaspillage et ce que ça va nous coûter, ce système-là, va être encore pire. Hein. Donc, c'est la meilleure façon, à mon avis, de défendre l'idée de dépenser
de mieux dépenser dans ce système. Une autre dimension qui peut être mentionnée, là, présentement, c'est particulièrement vrai pour tous les débats sur un éventuel régime d'assurance médicaments au fédéral ou une transformation de notre régime d'assurance médicaments au Québec, c'est qu'à partir du moment que le système public assume davantage de coûts, ben, les gens payent moins en assurance privée. Hein, avec toute la logique profondément inefficace des assurances privées lorsqu'elles ont appliqué par milieu de travail, tout ce qu'on subit de hausse d'assurance annuelle, ce qu'on est obligé d'assumer sur les milieux de travail. Donc, on peut avoir on peut contrôler beaucoup mieux ces dépenses-là, faire des économies d'échelle qui sont considérables à partir du moment qu'on ramène ça dans un système public. J'ai déjà dépassé 40 secondes, ma limite de 40 minutes, donc ben, j'arrête de parler pour qu'on puisse échanger un peu. Merci beaucoup, Guillaume. C'était fort intéressant. Euh, en fait, effectivement, là, je rebondis sur le financement, que c'est, dans le fond, c'est un investissement. Il faut voir ça comme on consolide quelque chose, puis après ça, effectivement, les dépenses vont se stabiliser. Est-ce qu'on a des questions parmi les participants? Questions, commentaires? Pas de questions? Ça me surprend. Oui, Lise. Je cherche ma main, c'est pour Oui, ça, excusez. Euh, Ça a été lancé, ben, les 6 remèdes, depuis que ça a été lancé, lors de la rencontre du Conseil stratégique, j'avais posé la question d'un plan de mise en œuvre ou des conditions gagnantes. Ou, je comprends que les risques réfléchis proposent comme une vision, puis que c'est une invitation à se l'approprier de façon constructive et à opposer à la réforme en cours. Mais si on veut comme comment je dirais donc, la faire cheminer, là. Y a-t-il un ordre logique dans les 6 thématiques ou les 6 remèdes? Y a-t-il un ordre logique sur quel dossier devrait être traité pour que le suivant s'enclenche? Ou il faut absolument mener de front les 6 chantiers? En tout cas, c'est une question que je me pose. Parce que c'est difficile de travailler ces 6 en même temps. Tu sais, c'est. Est-ce qu'on prend d'autres interventions? Ben, s'il y en a d'autres, vous voulez que, s'il n'y en a pas d'autres, je peux bien répondre, mais je ne veux pas non plus monopoliser la parole étant donné que j'ai beaucoup parlé déjà. tu peux répondre au fur et à mesure. Ah, ben, tu peux répondre au fur et à mesure, puis on va prendre Karine tout de suite après pour une autre question. Ben, effectivement, il y a un bout de cette réflexion-là tu sais, qui s'imagine reviendrait un éventuel gouvernement qui voudrait appliquer le plan. Tu sais. C'est sûr que j'ai identifié quand même les cadres d'urgence qui ont pour but aussi de connecter avec la population, comme je l'ai dit. Tu sais, c'est peut-être là qu'il y aurait une priorité où on poserait des gestes les plus urgents. Euh, Après, ce qu'on estimait, c'est que l'horizon, puis je ne l'ai pas mentionné en présentation, donc merci de me faire penser, Lise, là, c'est un horizon de 3 à 6 ans pour appliquer cette réforme-là. Après ça, dans quel ordre les chantiers viendraient? En fait, la réponse, c'est que non, il n'y a pas de plan de match clair Mais c'est sûr que tout ça est un ensemble qui se tient. Ça ne veut pas dire que tout ça doit être appliqué au complet l'an 1 d'une éventuelle réforme, mais c'est sûr que c'est l'intérêt aussi d'avoir ces 6 remèdes-là. C'est qu'elles sont toutes attachées, se font toutes référence les unes aux autres. Ça serait difficile d'avoir une réforme comme celle-là et de ne pas démédicaliser notre système, de ne pas changer le statut des médecins, par exemple. Hein. Puis ça s'applique à pas mal aux 6 morceaux. Merci, Karine Véro. Oui, merci. Ben, merci pour la présentation. En fait, j'avais vu le document il y a, je sais pas, quelques semaines, là, mais compte tenu du contexte, j'avais regardé rapidement, je m'étais moyennement attardée. Puis actuellement, ben, on a peu de propositions pour mettre en échec la vision puis la proposition unique de la CAQ. On s'oppose, on nomme qu'on s'oppose, mais on n'a pas. Parce que nous, on se sent un peu démunis de savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme action et tout ça. Donc, je me demandais s'il y avait un peu une stratégie de, tu sais, de communication de prévu pour les 6 remèdes, parce que même le document qui est disponible, ben, déjà par rapport au PowerPoint, il est quand même évidemment plus complet et tout ça, mais moi, je ne suis pas sûre, par exemple, comme regroupement d'organismes communautaires, si je partage ça à mes membres, je pense que le nombre de personnes qui vont le regarder sont limitées. Pourtant, je pense que
de voir qu'il y a d'autres options, puis de pas juste être en opposition, par exemple, à la réforme, mais de dire il y a d'autres options et tout ça, je pense que beaucoup de gens auraient besoin de l'entendre. Pardon, d'avoir accès à l'information, puis de pouvoir y réfléchir, puis potentiellement même se rallier. Alors, je me demandais, donc, d'une part, s'il y avait un peu une stratégie de communication qui était prévue. Et sinon, ben, dans une deuxième étape, est-ce que effectivement le PowerPoint, qui est, oui, je comprends un outil de présentation, mais est-ce qu'on pourrait y avoir accès pour le partager au groupe? Et est-ce que j'ai vu qu'il y avait l'enregistrement au début, est-ce que l'enregistrement sera aussi disponible pour qu'on puisse la partager à nos groupes? Parce qu'en ce moment, on est vraiment là, nous, on mesure ce que l'on dit, ce que l'on partage, parce que pas mal tout ce qu'on a à dire est négatif en ce moment. Puis on se rend bien compte que ben, il y a de moins en moins d'écoute parce que les gens se cherchent une bouée. Et je pense que ça pourrait être, il y en aura peut-être d'autres, mais ça pourrait être quand même une bouée qui nous montre qu'il y a autre chose à faire, qui est réfléchi. Le fait que ça soit fait aussi, c'est pas juste lié à des opinions d'être contre et tout ça, mais tu sais, nous, on partage souvent quand même des trucs de l'IRIS, c'est ça parce que c'est lié à de la recherche puis de l'analyse, ce qu'on essaie aussi de beaucoup miser là-dessus. C'est pas juste qu'on est contre quelque chose, c'est qu'il y a de la réflexion sur le fait qu'il y a d'autres options. Donc, c'est ça. Comment nous, on pourrait essayer d'être des outils de transmission, dans le fond, pour ces remèdes. Merci, Karine. Je laisserai Lise passer un commentaire avant la réponse de Guillaume. Mais moi, je me questionne sur justement la stratégie, la suite, parce que je suis convaincue par les propositions, avoir lu pas mal de rapports aussi. Puis euh, là, je vois comme deux publics cibles ou deux, parce qu'on peut se parler entre nous. Je pense qu'il y a un travail d'éducation populaire. On a beaucoup de gens à qui redonner de l'espoir, nos membres, la population, tout ça. Il reste qu'il y a beaucoup d'acteurs privés qui s'enrichissent actuellement et qui ont à perdre avec une telle vision. Juste en termes de rémunération médicale, il y a 200 firmes de facturation des revenus médicaux au Québec. Ça, c'est autant de monde qui font de l'argent sur le dos, sur notre dos, là, avec nos fonds publics. Et là, j'imagine la multiplication des partenaires privés va devenir autant d'occasions d'affaires pour autant de monde. Fait que plus il y a de privés, plus il y a de monde qui s'enrichissent au détriment de l'autre gang qui s'appauvrit. Fait que là, je me demandais comment on fait pour sensibiliser ces gens-là parce qu'ils n'ont pas une vision nécessairement sociale des défis qu'on a à relever. Tu sais, des crises sanitaires, il va en avoir d'autres. Les grandes organisations internationales demandent au gouvernement du monde de consolider leurs services publics pour faire face à ce qui s'en vient. On va en avoir d'autres pour nos intérêts à être prêts. Il y a comme un discours de responsabilité sociale qu'on dirait euh, qu'il faudrait adresser aux gens qui voient juste des occasions d'affaires. Ça n'a pas de bon sens. Là, fait qu'il y a ça, puis il y a toute la gouvernance de proximité. Moi, je trouve que euh, il y a peut-être, tu sais, il y a beaucoup de régions qui perdent actuellement de ces réformes-là centralisatrices. Il y a beaucoup de services essentiels de proximité qui ont été perdus. Il y a des vies qui sont menacées. Il y a des gens qui font des distances à des coûts épouvantables dans des conditions routières périlleuses. Ça n'a plus de bon sens. Fait que les élus de proximité qui sont là pour défendre les intérêts de leur monde vont peut-être comprendre plus vite l'importance de changer de vision. En tout cas, là, je suis plus en réflexion stratégique de à qui on parle là, maintenant. On peut bien se parler entre nous, puis se convaincre, puis avoir de plus en plus d'arguments, mais on dirait, je sens comme l'urgence de parler à des nouvelles personnes avant que. Puis, tu sais, puis là, c'est pas un jugement de valeur, mais on voit apparaître des nouveaux partenaires privés. Des cliniques privées d'IPS, d'infirmières praticiennes spécialisées, qui ont les bonnes intentions, là, pour compenser au dysfonctionnement du système, mais c'est quand même du privé. Puis est-ce que ces personnes-là vont être rémunérées à l'acte comme des médecins? Je pense que c'est déjà le cas à la RAMQ. Fait que c'est insidieux, là, tu sais, En tout cas, je vais arrêter là mon questionnement. Merci, Lise. Guillaume, je te laisserai répondre si tu acceptes de nous partager voyons, ta publication. Puis, si ça ne te dérange pas, moi, l'intention, en fait, je voulais enregistrer
la conférence parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas être là parce qu'il y avait aussi un autre webinaire sur la santé planétaire. Donc, si tu acceptes qu'on partage avec les membres de la coalition l'enregistrement aussi, oui, c'est bon, parfait. Oui, c'est sûr que c'est vraiment le prochain bout de la réflexion. Puis c'est un terrain où c'est moins lyrique, de le penser plus en termes plus stratégie. C'est sûr que moi, ce que j'aimerais beaucoup aussi, c'est que tous les gens qui sont dans le communautaire ou dans le monde syndical à la base soient exposés à ces 6 remèdes-là. Il y a comme un premier public que moi, j'aimerais beaucoup qui soit exposé à ça. Puis que dans le chaos qui, malheureusement, risque de s'intensifier, qu'il y ait l'idée, l'impression qu'il y a peut-être une autre avenue puis une autre vision. C'est les premiers que j'aimerais qu'ils soient comme... Après ça, le deuxième pas, c'est évidemment d'aller plus large, d'aller conquérir le milieu le centre, le gros centre de notre échiquier social et politique, puis c'est là que se gagnent les batailles. Puis après ça, il faut reconnaître qu'on a des adversaires aussi. Il y a des adversaires, eux, on ne va pas les convaincre. Et une des choses que je me suis aperçu quand on a publié sur, justement, quand on a sorti le coût des chirurgies, que c'était plus cher au privé qu'au public, ça a été une journée riche en émotions. Hein, ça fait beaucoup réagir, on était très contents de notre coup. Mais ce qu'on n'avait jamais vu de cette façon-là, pas de cette façon-là précise. C'est pas la première fois qu'on a des réactions. On a même des menaces de poursuite, ce genre de choses-là. Évidemment, c'est le genre de travail. C'est ça qu'on fait, nous, comme organisation qui dérange beaucoup de gros joueurs. Mais là, ce qui est arrivé, c'était un peu particulier hein, parce que manifestement, les cliniques privées qui ont hérité, qui ont les contrats du gouvernement pour faire. C'est quand Barrett a mis son projet pilote là, pour comparer le coût privé puis le public, puis personne nous avait montré les chiffres parce que le résultat que nous, on a dévoilé, c'est que ça n'allait pas du tout dans le sens de ce que Barrett souhaitait puis voulait. Fait, quand on a sorti ça, ben, ce qu'on a vu se mettre en place, c'est une stratégie agressive de communication de ces entreprises-là, de ces cliniques-là, qui ont embauché une firme de communication et qui se sont mis, qui ont embauché des lobbyistes comme n'importe quelle compagnie pharmaceutique ou compagnie de pétrole, se sont mis en marche. Et avant la fin de la journée, ils avaient réussi complètement à intégrer la chronique de Lagacé à 98.5. Le premier ministre lui-même avait commencé à reprendre les phrases de cette clinique-là. Ils ont fait du gros travail. Ils ont réussi. Puis pourquoi est-ce qu'on a ça devant nous? C'est parce qu'on a un acteur privé, des acteurs qui deviennent de plus en plus forts. Fait que la réflexion que tu as, Lise, est super importante. Donc là-dedans, il y a disons, notre public naturel, hein, les mouvements sociaux progressistes, et ensuite le centre, l'échiquier qui se pose des questions puis qui n'est pas trop au courant nécessairement, puis à qui il faut à un moment donné tôt ou tard parler. Mais tu as aussi nos adversaires. Puis là, tu sais, si tu as une clinique d'IPS, si clinique d'IPS adhère au système, à l'idéal, un système universel, adhère à l'idéal que tout le monde devrait avoir accès gratuitement de la même façon, que s'ils sont adhèrent ou ça l'idée que leur CA pourrait être composé d'un tiers de gestionnaires, un tiers de représentants de la population, un tiers de personnes, ben, c'est des alliés, effectivement. Si au contraire, les autres disent, eh ben là, nous, on a des actionnaires, puis eux, ben là, c'est plus si clair, quel jeu ils jouent, là. Fait, en tout cas. Moi, j'aimerais beaucoup que les 6 remèdes, c'est ça que, tu sais, dans le plus beau, dans un monde idéal, là, tu sais, les 6 remèdes, ça serait assez connu au Québec pour que les gens peuvent se positionner politiquement là-dessus dans une campagne électorale, par exemple. Ça va-tu arriver? Faut mettre faut avoir beaucoup d'ambition. Ça pourrait être une autre forme. J'aurais pas détesté que tout ça ce soit aussi un hommage à Lauren Gay, honnêtement. Je pensais beaucoup à. Ça aurait pu, peut-être que c'est un plan qui aurait pu porter son nom. Je sais que c'était pas à nous de décider ça, puis c'est peut-être pas à l'IRIS de faire ce type de proposition-là. Mais de la même façon qu'on a eu, par exemple, le principe de Joyce, qui est devenu une référence tellement forte au Québec, est-ce qu'on est capable de créer ce genre de référent qui est très fort et qui est un projet de révolution du système de santé qui mettrait comme la solidarité, l'équité, l'égalité au cœur du projet. Sur la suite des choses, bien évidemment, on a donné un gros coup en 2023 là-dessus. Ça a mobilisé beaucoup l'équipe. Des fois, même ça a presque épuisé l'équipe par moment d'être autant l'attaque. Puis c'est ça, comme je dis, la pièce des 6 remèdes, ça venait comme un peu
compléter, là. C'était le dernier morceau qu'on plaçait là-dedans. Maintenant, c'est sûr qu'on veut faire des conférences. On va en faire. N'hésitez pas, vos organisations, lancer des invitations. On veut faire ça. C'est peut-être un des moyens les plus efficaces de parler à des gens. Euh, Après, on va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Il y a plusieurs moyens que l'IRIS peut utiliser, mais on a des urgences sur la question de logement aussi. Là, on risque de parler. Il y a de l'éducation aussi qu'on a mis un peu de côté ce côté-là. Donc, ça va dépendre un peu comment, est-ce que notre proposition lève un peu, pas du tout? Est-ce que on se garde du temps? L'intervention de Karine, quand même, me fait penser qu'une bonne vidéo pourrait être efficace. On a commencé à travailler avec un jeune YouTuber très, très efficace, qui a beaucoup de succès, très, 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 très bon, très, très fort, un excellent communicateur. Peut-être, en tout cas, peut-être qu'on prend une version de lui, hein, un peu d'humour à travers tout ça, là, qui pourrait nous résumer les propositions qu'il sait. En tout cas, c'est ça. On verra, on verra ce qu'on est capable de faire, mais c'est sûr qu'on veut que ça circule plus. Puis ça dépend aussi de nos alliés, hein. C'est nos alliés du communautaire, du monde syndical, des autres pays. Merci beaucoup, Guillaume. Effectivement, là, je pense que le plus ça va circuler, plus ça va germer aussi dans l'idée des gens. Puis c'est important d'éduquer ceux qui sont moins, qui se sentent moins concernés, mettons, pour l'instant, par ces questions-là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il est 13h01. J'imagine qu'il y a des gens qui doivent retourner ailleurs en réunion. S'il y a quoi que ce soit d'autre, c'est la dernière chance. Non, ça fait probablement le tour. Merci beaucoup, Guillaume. C'était super intéressant. C'est sûr, on n'a pas eu autant de participants qu'on avait d'inscrits, mais vu qu'on va pouvoir distribuer la vidéo, là, je pense que ça va aussi susciter des réactions. Donc, on restera en communication, là, puis je te donnerai des feedbacks qu'on aura de nos membres là, par rapport à la présentation. Puis si jamais vous faites d'autres présentations, peut-être juste nous le dire, puis comme ça, s'il y a des gens qui n'ont pas pu avoir accès, ben, peut-être qu'ils pourront y avoir accès par d'autres, dans d'autres cadres, là, pour faire d'autres présentations. Ce serait très intéressant. Merveilleux. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Mais ça me fait bien plaisir. Merci, merci à toi. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Bye bye. Bonne fin de journée, bon après-midi.